Bonjour à tous et bienvenue, c'est Michael ici pour Tactica Imperialis et aujourd'hui je vous apporte la cinquième partie de ma série de modélisation, une ville appelée Malus, mes excuses. Ouais, c'est la cinquième partie de mon projet de modélisation et aujourd'hui je vous apporte une nouvelle unité, deux nouvelles figurines et si vous avez regardé les autres parties de cette série, vous aurez pu deviner ce que je vais ajouter aujourd'hui. C'est un peu intéressant et j'ai mes raisons et je vais discuter ça dans la vidéo dans une minute. Euh, et aussi, nous avons besoin de discuter un petit jeu que j'ai joué la semaine dernière, ou la semaine avant-dernière quand vous regardez ceci. C'était un très petit match, c'était pas petit du tout, c'était un très grand match, mais c'était un match de multijoueur, beaucoup de gens qui ont joué ensemble, et donc mon rôle, c'était pas trop grand. Mais je vais discuter de match car j'ai appris des choses que je vais raconter car vous aurez besoin d'apprendre des choses aussi. Peut-être vous connaissez ce que je vais dire n'importe quoi, mais c'est important pour moi de discuter ça pour ceux qui ne connaissent pas. Et ouais, nous allons discuter bien sûr le schéma de peinture, les tactiques pour cette unité, en plus avec ce match. Et ouais, c'est ça. Et la partie prochaine, ça sera la dernière partie avant le Noël. Mon Dieu, ce semestre, ça s'est passé très rapidement, ouais. Eh bien, c'est ça pour le moment. J'espère que vous aimez cette vidéo et si vous voulez regarder la vidéo en anglais aussi, si vous ne l'avez pas fait déjà, j'espère que vous faites ça. Le lien, c'est dans la description, comme toujours. Et ouais, pour maintenant, c'est ça. Commençons avec le schéma de peinture pour les nouvelles figurines. C'est la cinquième partie pour une ville appelée Malus. Commençons. Et alors, aujourd'hui, je vous présente deux concurseurs, les cavaleries de Dracoth pour les Stormcast Eternals. C'est comme avoir les rétributeurs, mais dans la forme de cavalerie. C'est très utile, c'est très rapide, c'est très puissant, mais nous allons discuter ça dans une minute. Pour commencer, je vais discuter les modèles et le schéma de peinture que j'ai utilisé aujourd'hui, car en général, le schéma, c'est assez connu, pas maintenant. Euh, le noir, c'est Abaddon, noir de Abaddon avec une brosse sèche de Mechanicus Standard Grey, avec l'huile de non oil, etc., etc. L'or, j'utilisais Orichalcum Gold au lieu de Sigmarite cette fois pour faire les touches à côté au lieu des brosses sèches. Le blanc, c'est Mechanicus Standard Grey avec Non-Oil et Administratum Grey. Le rouge, j'ai fait deux choses pour le rouge cette fois. Si je montre cet homme ici, j'espère que vous pouvez voir. Je ne sais pas exactement si la caméra va pouvoir le voir. Mais ici, pour son manteau, c'est Conrad avec Non-Oil et Mephiston Red comme les touches à côté. Mais ici, au lieu de Non-Oil, j'ai utilisé Carroburg Crimson et aussi le même pour les cheveux pour les faire un peu plus brillants, un peu différents car c'est les échelles au lieu de fabrique ou peut-être les échelles fausses au lieu de fabrique. Et donc, c'est pourquoi j'ai fait ça. L'argent, c'est le même que toujours. Le violet, c'est le même que toujours. Et l'armée, les épaulettes, euh, etc. En général, c'est assez similaire, mais nous avons une chose de nouveau, de nouvelle, c'est euh, les, euh, les corps des dracos. Et pour ça, j'ai fait quelque chose de similaire au Glyph Charger pour mon Seigneur Aquila, euh, car j'ai commencé avec une base de Stegadon Scale Green, euh, comme ça, s'il vous plaît, de Stegadon Scale Green vers des shells de Stegadon, je suppose, mais les peintures, ils sont en anglais, n'importe quoi. Mais pour le Glyph Charger, après ça, c'était une brosse sèche de Skink Blue. Et après ça, c'était un lavage de Coelia Green Shade.
Mais pour les Dracos, j'ai fait quelque chose de similaire mais de différent. J'ai suivi ça avec non-oil pour faire le... C'est pas... Je sais pas pourquoi on appelle cette peinture green, c'est vert. C'est pas vert, c'est bleu. Ou si c'est vert, c'est vraiment comme bleu. Peut-être que c'est mes yeux, mais c'est comme bleu à moi. Mais alors, de toute façon, j'utilisais non-oil. Euh, et après, pour les échelles ou les sections qui sont un peu plus cassées, où la peau c'est un peu cassé, pas caché, cassé, j'ai fait une brosse-sèche de Skin Blue, mais sans le lavage de Coelia Green Shade. Et donc, c'est tout pour les corps des dracos. C'est très simple, je sais, mais c'est ce que j'aime avec cette armée. C'est très rapide, c'est très simple et c'est très répétitif. C'est pas, c'est pas trop problématique pour moi. Ouais, je l'aime. Je dois admettre, quand j'ai commencé avec les modèles, une des raisons pourquoi que je n'ai pas voulu acheter les cavaliers de Dracos, pour une chose, c'était car je ne voulais pas avoir la chambre extrémiste au début, mais aussi je n'aimais pas les modèles exactement. Mais ayant fait les modèles, ayant les ayant construits, les ayant fait la peinture, j'ai changé mon opinion, j'ai changé mon avis. Euh, ouais, ne sont pas les meilleures figurines de l'histoire, mais ils sont bien. Ils sont assez faciles à assembler. La seule chose, c'est ce qu'on appelle les reins pour les Dracos, la fabrique en rouge ici qui est tenue par le paladin. Euh, Ils sont affichés à la tête, aux côtés de la tête de n'importe quoi, et il y a des pièces qui sont séparées de la tête en général et du corps en général. C'est pas difficile après l'avoir fait une fois, mais c'est un peu difficile de comprendre la première fois. Mais en compris ça, j'ai dû afficher la main gauche à ça avec les côtés avant d'afficher le corps du paladin et le bouclier, etc., etc. Et pour l'intérieur du manteau, je l'ai fait en blanc, que c'est le même que pour le Seigneur Aguilar, euh, comme on pourrait deviner. Et ouais, c'est pas trop difficile, mais je veux montrer le deuxième modèle. Il n'y a pas de concusseur prime, euh, pas de, euh, pas de personne qui est en commande de cette unité. Mais le deuxième modèle ici, son manteau de foudre, c'est un peu plus basse. Et si je suis honnête, je pense que je préfère ce modèle. Probablement, c'est parce que je l'ai fait le deuxième. C'était le deuxième modèle, et donc j'avais pratiqué avec le premier. Et c'est comme ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis assez fier de ces modèles, mais sur la table, sur le champ du combat, ils sont, ouais, ils coûtent euh, 280 points pour les deux. C'est 140 points pour chaque modèle, mais on les achète deux à deux. Euh, et ils bougent 10, 10 parts, 10 ampoules. Ils ont 5 points de vie, une sauve de 3 plus et une morale de 7. Le manteau de foudre, ils attaquent 3 fois, ils touchent sur 3 plus, ils blessent sur 3 plus. Ils ont une reine de moins 1 et 2 points de dégâts. Et si on touche avec un roule de 6 ou plus, on fait une blessure mortelle en plus aux dégâts infligés après ça. Et donc, on peut avoir 3 points de dégâts par attaque si on a vraiment la chance. Et aussi, si on fait ça avec les blessures mortelles, l'unité que vous attaquez, ça ne peut pas faire le mouvement de piling. Et donc, ça réduit le nombre d'attaques qui sont dirigées à vous. Et c'est bon pour cette raison.
les griffes et les dents pour le Dracoth, euh, ils ont 3 attaques, ils touchent au 3, blessure 3, moins un rend, prend 1 point de dégâts, mais si on jette de bless, un jet de blessure qui est 6 ou plus, on fait 10, des 6 points de dégâts au lieu de 1, et donc on peut avoir beaucoup plus de dégâts avec les Dracoth aussi. On peut tirer avec un choc de tempête, c'est un range de 12, une attaque touche sur 4 et ça fait des 3 blessures mortelles immédiatement. Et donc, une grande unité de concusseurs ou de décélateurs, qui sont l'autre unité avec cette habilité, ils peuvent faire beaucoup de dégâts avant de charger. Et quand ils chargent, c'est très, très dangereux. Et aussi, le bouclier, ça leur permet de rejeter les jets de sauve de 1. Et donc, ils ont une sauve de 3, relançant les 1, qui est très bon pour une unité de cavalerie avec 5 points de vie. Ils sont très difficiles à tuer, mais ils coûtent beaucoup. Peut-être c'est pourquoi. Euh, Concernant l'avenir pour cette unité, je ne pense pas que j'aille ajouter les autres concusseurs ou des décélateurs, etc. Ils coûtent beaucoup de points. Les autres cavaleries, ils coûtent 240 points et le concusseur, comme je dis, c'est 280. Mais les décélateurs, on a besoin d'avoir beaucoup de modèles dans l'unité pour bien faire. Et donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Les fulminateurs, qui sont la cavalerie la plus classique, ils ont le glaive et ils peuvent se sauver dans la phase de tir. Ils peuvent relancer, non, pas relancer, ils peuvent ajouter un au jet de sauvetage dans la phase de tir et donc ils sont presque intuables par les tirs. Et aussi, quand ils chargent, ils font beaucoup de points de dégâts car ils ont comme des lances. C'est très puissant comme ça, mais je suis pas sûr. Peut-être à l'avenir, quand je suis à l'Angleterre et quand je ne vais pas les casser en transport, peut-être. Et les tempesteurs qui ont les... alors, quel est le mot? Pas des pistolets. On appelle... quel est le mot? C'est quoi? Euh, non, même en français, je ne peux pas le voir ici. Les crossbows, les Volystone crossbows. On ne peut pas trouver le nom, le mot pour crossbow en français. C'est énervant en ce moment. Mais il tire beaucoup et donc je trouve ça un peu intéressant pour la cavalerie, surtout la cavalerie lourde, mais je n'aime pas ça pour plusieurs raisons. Car je préfère que ma cavalerie et plus classique, ça charge en combat, ça fait beaucoup de points de dégâts. C'est ce que j'aime avec la cavalerie, surtout la cavalerie lourde. La cavalerie plus légère, comme les Illyrian Weavers pour les elfos, peut-être c'est différent, mais pour les cavaleries lourdes, comme les Dracoth, je les fais en combat. C'est ça. Mais ils peuvent être assez utiles utilisant la feu disruptif pour soustraire les jets de touche pour les ennemis, mais c'est pas général. C'est en général, c'est pas mal, mais c'est pas ce que j'aime avec la cavalerie. Mais ayant dit cela, c'est ça pour les modèles, le schéma, la construction et aussi les tactiques. Euh, Maintenant, je veux discuter ce qui s'est passé dans le match il y a presque 2 semaines, une semaine et demie, car j'ai utilisé les cavaleries ici, mais pas exactement, et c'est pourquoi je n'ai pas pu discuter exactement comme ils ont fait dans ce match. Mais je vais discuter ça, et donc je vais rappeler ce qui s'est passé dans le match, et après, je vais vous dire ce qui s'est passé, et nous allons discuter l'avenir. Alors, il y a une semaine, j'ai joué un match de multijoueur à mon magasin de Games Workshop et je vais discuter ça maintenant. C'était autre contre chaos, comme on pourrait attendre, avec un peu de destruction. Je pense qu'il y avait des orques. Oui, il y avait des orques avec un Mort-Crochat. Euh, c'est difficile à dire en français. Avec un Mort-Crochat. On ne peut que dire ça avec un accent de Cockney, je suppose, pour le faire exactement bien.
Même pour les Anglais. Ouais. J'ai joué avec mes Stormcast et il y avait des Sylvanettes, des Séraphons, des Dualdins, Fire Slayer et aussi des Caradrons, mais en général c'était les Fire Slayer. Il y avait des elfes hauts et aussi, et à l'autre côté, il y avait un peu de Nurgle, un peu de Zinj, un peu de Khorne, un peu de Skaven Skryre, les orques et des elfes noirs aussi qui étaient là pour équilibrer les nombres, car il y avait des raisons pour ça, et c'était ça. Euh, les règles, c'était simple. L'armée de l'ordre a dû prendre un bâtiment qui était représenté par un Dreadhold de chaos et après ça, ils ont dû lancer une attaque sur les murs du Dreadnought de Chaos pour tuer Kog'Skull, qui est le euh, qui est en commande de des camps Bloodbound dans la boîte de début pour Age of Sigmar. Mais il ne pourrait pas attaquer. Mais aussi, il avait 15 points de vie et donc il ne pouvait pas attaquer ceux qui l'ont attaqué, mais il avait beaucoup plus de points de vie. Et on avait 6 tours pour faire ça. Ça va être très difficile. Et aussi, quand on considère que pour ouvrir les portes du Dreadnought de chaos, on a dû avoir plus de modèles alliés que ennemis. Et quand on a les armées de l'ordre et on est contre les armées de chaos qui incluent les démons qui sont très nombreux, ça va être très difficile. Et donc, euh, on ne pouvait pas ouvrir les portes et donc les forces de l'ordre ont perdu. Ça ne surprit personne, je suppose. Mais, ayant dit cela, mon armée, c'était ma cavalerie et aussi 5 libérateurs, 5 chasseurs d'avant-garde, mon chevalier Heraldo, comme vous voyez là, euh, aussi mon Lord Aquilor et une unité que je ne vais pas révéler maintenant car je vais les discuter dans la partie prochaine. Ouais, ça va être ce qu'on appelle des spoilers si je les discuter maintenant. Euh, et dans le match, mes libérateurs ont pris les murs du bastion, du petit bâtiment, pour donner accès aux portes du Dreadnought du Chaos, qui était très utile. J'avais beaucoup de soutien avec le Knight Heraldor qui utilisait son onde de... C'était onde de tempête, je pense. Onde tonnerre, c'est ça. Onde tonnerre, c'est le nom pour le Thunderblast, c'est onde tonnerre pour détruire un peu les bâtiments et les unités qui étaient là-dessus, là-dedans, mes excuses. Et c'était assez utile. Euh, et les chasseurs d'avant-garde et les Lords Aquila, je les ai gardés un peu en réserve. Ils étaient sur la table, mais je ne les ai pas commis au combat car on ne peut pas mettre les cavaliers sur les murs pour des raisons. Et j'ai voulu garder mes chasseurs d'avant-garde pour que j'aurais pu utiliser l'habilité de mon Lord Aquila pour téléporter à l'autre côté des murs un peu plus tard quand les portes étaient ouvertes. Mais ça ne se passait pas. J'expliquerai un peu plus un peu plus tard. Et la cavalerie, les Dracos, le problème là, c'était qu'ils ne pouvaient pas les utiliser pour prendre les murs. Et donc, ils ont dû attendre pour les portes être ouvertes, car les forces de chaos, ils étaient à l'arrière des portes. C'est clair. C'était problématique. Mais, je dois admettre, j'ai appris plusieurs choses, même si mon armée ne faisait pas beaucoup de choses. Et la chose la plus importante, c'est que mon armée, c'est très difficile à tuer. Surtout les cavaleries, mais aussi les libérateurs qui ont sauve de 4 plus, relançant les uns. Ils sont assez durables et difficiles à tuer. Et donc, je suppose que je devrais prendre avantage de ça. Mais le problème, c'est la susceptibilité aux blessures mortelles. C'est clair. Les blessures mortelles sont très énervantes car on ne peut pas protéger les modèles contre ça. La seule chose, je pense que c'est un trait de général de commande qui permet d'avoir une sauve de 4 plus, 5 plus contre les blessures mortelles et seulement les blessures mortelles. Euh, c'est, c'est pas génial, mais c'est quelque chose pour le général et peut-être à l'avenir j'aurai ça pour des raisons car la deuxième chose que j'ai apprise,
pardon, mon professeur de français aurait été très énervé si j'avais pas changé ça. C'est Zinch. À l'enfer avec Zinch. À l'enfer avec Zinch. Car, oh, le Seigneur de changement, le Lord of Change, il a tué presque tous de ma cavalerie. Immédiatement. Un saut, 7 blessures mortelles. Quoi? Et aussi les horreurs et le Seigneur du changement, il a aussi utilisé leur sort pour presque tuer mon général, mon Lord Aquila, et aussi pour presque tuer mes chasseurs d'avant-garde. Dans un tour. C'était une phase d'héros. Tout ça se passait. Tout ça dans une phase d'héros. Seulement ça. Oh, à l'enfer avec Zinch. Et avec les dés de destin, ou comme j'ai dit, non, je ne vais pas le répéter ici. Ouais, je ne vais pas le répéter, mais j'ai un autre nom pour les dés de destin, etc. Mon Dieu. Mais ouais, sauf ça, autre que ça, je suppose que mon armée avait assez bien. Les chasseurs d'avant-garde étaient très utiles comme distraction. Le Lord Aquilor, il n'avait pas pu lutter en combat, mais il a fait ce qu'il a dû faire. Le libérateur, les Knights Rodos, c'était en bonne combinaison. L'autre unité qui n'est pas mentionnée ici, c'était, elle était très utile aussi, et je vais discuter ça la prochaine partie. Et ouais, je ne peux pas comprendre trop, mais le scénario, ça ne m'a pas permis de faire des choses que j'aurais pu préférer de faire avec la téléportation et le mouvement et des choses comme ça. Mais c'est ça pour aujourd'hui et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, de l'unité, du match, etc., etc., etc. Et ouais, merci pour regarder et je vous verrai en 2 semaines pour la 6e partie, la dernière partie avant de Noël. Merci pour regarder, je m'appelle Michael pour Tactique Impérialiste et je vous verrai la prochaine fois. Merci pour regarder et au revoir.